Zone 19? Tu pensais avoir tout vu? Poutine offre un cadeau secret à Ibrahim Traoré, et l'Occident réagit avec fureur. Le soleil se couchait sur Ouagadougou, baignant le palais présidentiel d'une lumière dorée. Ibrahim Traoré, le jeune président du Burkina Faso, terminait une longue journée de réunion consacrée à la sécurité nationale. Depuis son arrivée au pouvoir, chaque jour était une lutte contre l'instabilité intérieure et les pressions étrangères. « Mon président » interrompit son aide de camp. « Un colis vient d'arriver. Il porte le sceau officiel de la Fédération de Russie. » Traoré leva les yeux de ses dossiers. « De Russie? Par quel canal est-il arrivé ?»« Par valise diplomatique, monsieur, livré directement par l'ambassade russe, avec l'instruction de vous le remettre en main propre. » Le président observa la petite boîte rectangulaire posée devant lui. Élégante, sobre, scellée par le double aigle russe, elle portait une signature qu'il reconnut immédiatement, Vladimir Poutine. « Qui est au courant de l'arrivée de ce colis ?» demanda Traoré, soudain méfiant. « Seulement votre équipe de sécurité rapprochée, mon président. » Traoré congédia son aide de camp d'un geste, puis examina le colis. Les relations entre le Burkina Faso et la Russie s'étaient considérablement renforcées ces derniers mois, mais une communication directe de Poutine était un événement exceptionnel. Il convoqua le colonel Kima, chef des services de renseignement. « Faites-le scanner avant que je l'ouvre. » Après vérification, Kima revint. « Aucune trace d'explosif ou de matière dangereuse, mon président. Il semble contenir un petit objet électronique. » Traoré hésita, puis brisa délicatement le sceau. À l'intérieur, sur un coussin de velours rouge, reposait une clé USB noire ornée de l'emblème russe gravé en or. Rien d'autre. Pas de lettres, pas d'explication. « Qu'en pensez-vous, colonel ? » « C'est intriguant, mon président, et potentiellement risqué. Cela pourrait être un cheval de Troie informatique, » répondit Kima Aminata, la ministre. De la Défense, informée de la situation, intervint. « Nous devrions contacter Moscou pour clarifier avant d'aller plus loin. »« Non » décida Traoré après réflexion. « Si Poutine a choisi cette méthode discrète, c'est pour une raison. » Il fit apporter un ordinateur isolé, déconnecté du réseau gouvernemental. Ses conseillers, visage tendu, se tenaient autour de lui. « Mon président, laissez nos experts examiner le contenu d'abord, » insista Kima. « Ce message m'est adressé personnellement, » répondit Traoré en insérant la clé USB. Un unique fichier apparut à l'écran, pour Teba Ibrahim Traoré.m4. Lorsqu'il tenta de l'ouvrir, une fenêtre de mots de passe s'afficha, accompagnée d'un message. La clé est le mot qui compte le plus pour votre peuple. Un silence pesant s'installa. Traoré réfléchit intensément, cherchant à décoder l'intention de Poutine. Indépendance, suggéra Aminata. Souveraineté, proposa Kima. Traoré secoua la tête puis tapa. Liberté en majuscule. La fenêtre disparut, et le fichier s'ouvrit. Sur l'écran apparut le visage de Vladimir Poutine, assis derrière son imposant bureau au Kremlin. Il regardait directement la caméra, comme s'il s'adressait à Traoré à travers l'espace et le temps. « Capitaine, Traoré » commença-t-il en français, avec son accent caractéristique. « Si vous voyez ce message, c'est que vous avez compris ce qui compte vraiment pour l'avenir de l'Afrique. » Les personnes présentes échangèrent des regards stupéfaits. Poutine parlait comme s'il établissait une connexion personnelle avec Traoré, créant une intimité diplomatique sans précédent. « Ce que je vais vous montrer maintenant, » poursuivit-il, « pourrait changer à jamais votre perception de ceux qui prétendent être vos alliés. » Traoré se pencha vers l'écran, le visage grave. Le message semblait destiné à bouleverser l'équilibre géopolitique de la région. « Cher capitaine Traoré, » continua Poutine, impassible. Je tiens à vous féliciter pour votre courage. Peu d'hommes auraient osé défier l'ordre néocolonial comme vous l'avez fait. Poutine se leva et s'approcha d'un écran tactile géant. D'un geste, il afficha une carte de l'Afrique de l'Ouest. Voyez-vous ces marqueurs? Des points rouges clignotèrent à différents endroits du Burkina Faso et des pays voisins. Ce sont des bases d'opérations secrètes établies par certaines puissances occidentales. Officiellement, elles n'existent pas. Traoré serra les dents.
Les localisations correspondaient précisément à des zones où son armée avait détecté des activités suspectes. Poutine fit défiler des documents estampillés « Top Secret » portant les en-têtes d'agences occidentales. Ces documents, obtenus par nos services, révèlent un plan coordonné pour déstabiliser votre gouvernement. L'opération, baptisée « Desert Shadow », prévoit le financement de groupes d'opposition, l'infiltration de votre appareil d'État et, si nécessaire, votre élimination physique. Aminata étouffa une exclamation. Kima, impassible, laissait transparaître une lueur de stupéfaction dans ses yeux. « Je ne vous demande pas de me croire sur parole », continua Poutine. « Examinez les métadonnées des documents, vérifiez les coordonnées, interrogez vos services sur les mouvements inhabituels dans ces régions. » À l'écran apparurent des transcriptions d'appels téléphoniques, des relevés bancaires montrant des transferts vers des comptes anonymes, des photos satellites de convois non identifiés. La Russie respecte la souveraineté des nations. Nous n'imposons pas notre vision du monde. Nous proposons un partenariat d'égal à égal. Poutine regagna son bureau. Si vous souhaitez notre assistance technologique, militaire ou en matière de renseignement, cette clé contient les coordonnées d'un canal de communication sécurisé. Le message se conclut par un avertissement. Soyez prudent, capitaine. Certains de vos proches conseillers pourraient ne pas servir les intérêts de votre peuple. L'écran devint noir. Pendant plusieurs minutes, personne n'osa rompre le silence. Traoré fixait l'écran éteint, son esprit analysant frénétiquement les implications. « Colonel Kima, dit-il enfin, réunissez immédiatement mon conseil de sécurité restreint. Personne d'autre. » Dans la salle de crise souterraine du palais, Traoré exposa la situation à ses 5 conseillers les plus fidèles. Les réactions étaient divisées. « C'est une manœuvre russe pour nous éloigner de nos partenaires traditionnels », argumenta le ministre des Affaires étrangères. « Peut-être », concéda Traoré. « Mais ces coordonnées, ces noms, ils correspondent à des anomalies que nos services ont déjà signalées. Que proposez-vous, mon président ?» demanda Aminata. Vérification discrète de chaque élément du dossier, surveillance renforcée des sites identifiés et silence absolu sur cette clé USB. Mais le destin en décida autrement. Le lendemain matin, une dépêche de l'agence France Presse mentionnait une communication secrète entre Moscou et Ouagadougou, évoquant un mystérieux support numérique remis à Traoré. « Nous avons une fuite », constata-t-il froidement en lisant l'article. « Trouvez la source ». Les heures suivantes virent une escalade médiatique internationale. CNN parlait d'un rapprochement inquiétant entre le régime de Traoré et le Kremlin. BBC World évoquait un possible transfert de technologies sensibles. Sur les réseaux sociaux, les rumeurs s'enflammaient, certaines plus fantaisistes que d'autres. À Ouagadougou, des opposants politiques commencèrent à questionner publiquement la loyauté de Traoré, l'accusant de vendre le pays aux Russes. Assis seul dans son bureau, le président contemplait la clé USB qu'il gardait sur lui. Ce petit objet était devenu, en quelques heures, un enjeu géopolitique majeur. Il savait que sa réponse définirait non seulement son avenir politique, mais potentiellement celui de tout le Sahel. Son téléphone sonna. L'ambassadeur français demandait une rencontre urgente. « Dites-lui que je le recevrai », répondit Traoré. « Mais pas aujourd'hui ». Sa décision était prise. Il reprendrait l'initiative. La conférence de presse. La salle de conférence du palais présidentiel n'avait jamais accueilli autant de journalistes internationaux. Les grandes chaînes d'information avaient dépêché leurs correspondants les plus expérimentés. Les caméras étaient braquées sur le podium vide, dans une atmosphère électrique. Dans l'antichambre, Traoré ajustait son uniforme militaire, préférant ses galons aux attributs présidentiels habituels. Un message subtil de simplicité, adressé à son peuple. Les ambassadeurs occidentaux sont tous présents. Comme vous l'avez demandé, seul un format Kima. Et notre invité spécial est placé selon vos instructions. Traoré inspira profondément. Allons-y. Son entrée dans la salle fut accueillie par un silence soudain, suivi du crépitement frénétique des appareils photo. Il s'avança vers le pupitre d'un pas ferme, son regard balayant l'assistance avec une intensité calme. « Mesdames et messieurs, représentants de la presse nationale et internationale, distingués membres du corps diplomatique, commença-t-il. En français,
Je vous remercie d'avoir répondu si nombreux à cette invitation. » Il marqua une pause, observant les visages tendus des ambassadeurs occidentaux. « D'abord, je tiens à remercier le peuple du Burkina Faso pour sa confiance et sa résilience face aux défis que traverse notre nation. C'est cette confiance qui guide chacune de mes décisions. » Ses yeux se posèrent sur un journaliste de CNN, puis sur l'ambassadeur américain. « Depuis 48 heures, vos médias spéculent sur un prétendu message secret que j'aurais reçu du président Poutine. Certains parlent d'une alliance militaire secrète, d'autres de transfert de technologie nucléaire. » Un murmure parcourut l'assistance. Traoré sortit la clé USB de sa poche et la brandit. Les flashs redoublèrent d'intensité. « Voici l'objet qui a déclenché tant de fantasmes. Oui, j'ai reçu un message personnel du président Poutine, et oui, son contenu est d'une importance capitale pour la souveraineté de mon pays et au-delà, pour l'avenir de l'Afrique. » Il scruta les diplomates occidentaux dont certains montraient des signes d'inconfort. Cependant, je ne vous montrerai pas l'intégralité de ce message aujourd'hui. Des protestations s'élevèrent parmi les journalistes. « Ce n'est pas par manque de transparence, » poursuivit Traoré en haussant légèrement la voix, « mais parce que certaines informations méritent une vérification approfondie. En tant que chef d'État responsable, je ne peux partager des allégations sans en avoir établi la véracité. » Il se tourna vers les ambassadeurs occidentaux. « Ce que je peux vous dire, c'est que ce message évoque des opérations clandestines menées sur notre sol par certaines puissances qui prétendent être nos alliés. » L'ambassadeur français chuchota à son homologue américain, visiblement agité. « Je lance donc un défi public aux nations concernées, » déclara Traoré, sa voix résonnant avec une autorité tranquille. « Si vous n'avez rien à cacher, si l'opération Desert Shadow n'existe pas, démentez formellement ces allégations. » Un silence stupéfait accueillit la mention du nom de code. « Votre silence, » reprit Traoré après quelques secondes, « serait plus éloquent que n'importe quel démenti. » Il se tourna vers les journalistes. « Quant à vous, je vous invite à la rigueur que j'exige de mon gouvernement. Enquêtez, vérifiez. Ne relayez pas les narratifs qui arrangent certaines chancelleries. » Sa voix se fit plus grave. « L'Afrique n'est plus une terre où l'on peut manipuler impunément les peuples et leurs dirigeants. Nous exigeons le respect de notre souveraineté, ni plus ni moins. » À cet instant, des acclamations retentirent à l'extérieur du palais. Des centaines de citoyens s'étaient rassemblés, informés de la conférence par les réseaux sociaux. Traoré sourit légèrement, comme si ses voix ponctuaient son propos. « Je ne prendrai pas de questions aujourd'hui, » conclut-il. Mais sachez que, dans les jours à venir, le Burkina Faso pourrait partager certaines preuves contenues dans ce message, non pour alimenter les tensions, mais pour rétablir la vérité. Alors qu'il quittait le podium, les journalistes se levèrent dans un chaos de questions. Les ambassadeurs occidentaux, figés, laissaient transparaître leur désarroi. Dans le couloir, Kima attendait. « C'était magistral, mon président, mais vous venez de déclarer une guerre diplomatique aux plus grandes puissances mondiales. »« Non, colonel, » répondit Traoré avec une détermination tranquille. « Je viens simplement de montrer que nous ne craignons plus leur colère. » À la tempête diplomatique. Les 24 heures suivantes transformèrent Ouagadougou en épicentre d'une tempête diplomatique mondiale. Les chancelleries occidentales s'activaient frénétiquement entre démentis officiels et pressions discrètes. Le premier coup vint de Washington. L'ambassadeur américain, Tyler Harrison, demanda une audience immédiate. Traoré l'accepta mais la fixa pour le lendemain. Dans la résidence de l'ambassade française, une réunion de crise rassemblait les représentants des principales puissances occidentales. « Il faut l'isoler avant que cette histoire ne prenne plus d'ampleur », insista l'ambassadeur français. « Coordonnons nos messages. Poutine manipule Traoré. C'est une opération russe de désinformation. » Le problème, intervint son homologue britannique, c'est qu'il n'a pas révélé le contenu exact. Nous ne savons pas contre quoi nous défendre. Et ce nom de code, Desert Shadow, demanda le représentant allemand. D'où le tient-il? Un silence gêné s'installa. Pendant ce temps, Traoré recevait en audience privée l'ambassadeur russe Ivan Petrov. Leur entretien dura moins de 20 minutes, mais son timing, avant les rencontres avec les Occidentaux, était un message clair. Le lendemain matin, Tyler Harrison fut conduit au bureau présidentiel.
L'Américain, habituellement affable, affichait une gravité inhabituelle. « Monsieur le Président, les allégations que vous avez laissées entendre hier sont extrêmement préoccupantes pour mon gouvernement. » « Des allégations ?» répéta Traoré avec une politesse calculée. « Je n'ai fait qu'évoquer le contenu d'un message reçu. Un message dont vous n'avez pas vérifié l'authenticité, » rétorqua Harrison. « Les services russes sont experts en fabrication de fausses preuves. Tout comme les vôtres, monsieur l'ambassadeur. » Harrison changea de tactique. « Le Burkina Faso et les États-Unis entretiennent une coopération précieuse. Nos programmes d'aide représentent des centaines de millions de dollars. » Traoré sourit légèrement. « Êtes-vous en train de menacer de suspendre cette aide ? Je suggère simplement que certaines déclarations publiques pourraient avoir des conséquences imprévues. Je comprends parfaitement les conséquences de mes actes, monsieur l'ambassadeur, et mon peuple aussi. » L'entretien s'acheva dans une atmosphère glaciale. La rencontre avec l'ambassadeur français fut plus orageuse. Ce dernier évoqua les accords militaires et les engagements sécuritaires de la France. « Parlons-en de ces engagements, » répondit Traoré. « Pourquoi l'opération Barkhane n'a-t-elle jamais neutralisé les groupes terroristes qui déstabilisent notre région ? N'est-il pas étrange que la présence militaire française coïncide avec une aggravation de l'insécurité ? » L'ambassadeur quitta le palais, visiblement ébranlé. Dans l'après-midi, une dépêche de Reuters annonça l'arrivée imminente d'une délégation russe de haut niveau, comprenant le vice-ministre des Affaires étrangères et des conseillers militaires. Simultanément, sur les réseaux sociaux, des extraits prétendument issus de la clé USB circulaient. Capture d'écran de documents, coordonnées de bases secrètes, transcription de conversations compromettantes. Bien que Traoré n'ait autorisé aucune fuite officielle, la machine médiatique s'emballait. « Nous n'avons rien à voir avec ces fuites », assura Kima. « Je sais », répondit Traoré, « mais elles servent nos intérêts. » Un symbole continental. Les jours suivants, une transformation remarquable s'opéra dans la perception publique à travers l'Afrique. Traoré devenait un symbole, le visage d'une nouvelle génération de leaders défiant l'influence occidentale. Des manifestations de soutien éclatèrent à Bamako, Niamey, Conakry et même Dakar. À Ouagadougou, les portraits de Traoré fleurissaient dans les rues, souvent aux côtés de ceux de Thomas Sankara, héros national et symbole de résistance anti-impérialiste. « Le peuple vous soutient comme jamais », observa Aminata. « Mais les pressions occidentales vont s'intensifier », répondit Traoré. Effectivement, un communiqué conjoint des ministères des Affaires étrangères américains, français et britanniques exprima de sérieuses préoccupations quant à la déstabilisation régionale provoquée par des allégations non vérifiées. La Banque mondiale annonça un réexamen de ses programmes au Burkina Faso. Traoré anticipa. Il convoqua une conférence des chefs d'État du Sahel, invitant ses homologues maliens, nigériens et guinéens à Ouagadougou pour un sommet de la souveraineté sahélienne. Lors de l'ouverture, devant des journalistes africains soigneusement sélectionnés, il prononça un discours qui électrisa le continent. L'Afrique n'est plus à vendre. Nos ressources, notre sécurité, notre avenir nous appartiennent. Si certaines puissances ne peuvent envisager une relation d'égal à égal, qu'elles laissent la place à celles qui le peuvent. La délégation russe, au premier rang, applaudit vigoureusement. Ce soir-là, Vladimir Poutine s'exprima à la télévision russe, saluant le courage exemplaire de Traoré et son engagement pour l'indépendance de l'Afrique. Le mémorial Sankara. Une semaine après son premier discours, Traoré apparut à nouveau devant les caméras, cette fois au mémorial Thomas Sankara, récemment inauguré pour honorer le leader révolutionnaire assassiné en 1987. Des milliers de citoyens se massaient autour du monument, agitant des drapeaux burkinabais. Des délégations africaines, russes et chinoises étaient présentes. Les ambassadeurs occidentaux, eux, avaient de boycotter l'événement. Un choix qui servait la narration de Traoré. Peuple du Burkina Faso, peuple frère d'Afrique. Ou, commença-t-il d'une voix solennelle, je me tiens devant vous pour réaffirmer un engagement sacré. Jamais plus notre continent ne sera le terrain de jeu des ambitions étrangères. La foule rugit.
La semaine dernière, j'ai évoqué un message révélant des opérations clandestines sur notre sol. J'ai demandé des explications. La réponse ? Des menaces économiques et des pressions diplomatiques. Il marqua une pause dramatique. Cette réaction est une confession. Quand on est innocent, on se défend avec des preuves, pas avec des menaces. De nouveaux applaudissements éclatèrent. Aujourd'hui, je ne suis pas venu attiser les tensions, mais tourner une page. La clé USB qui a provoqué tant de controverses sera placée sous scellé et confiée au Musée national. Elle y restera comme un symbole, non de division, mais de notre éveil collectif. Cette annonce surprit même ses conseillers. En retirant la clé de la sphère politique, Traoré désamorçait la crise tout en conservant l'avantage moral. Car cet objet nous a rappelé une vérité essentielle. La vigilance est le prix de la liberté. Et notre liberté, notre souveraineté ne sont pas négociables. La cérémonie se poursuivit avec la remise symbolique de la clé au directeur du musée, placée dans un écrin de verre sécurisé. Un nouvel équilibre. Dans les jours qui suivirent, un changement subtil s'opéra. Les chancelleries occidentales, comprenant que leur approche confrontationnelle avait échoué, adoptèrent un ton plus conciliant. L'ambassadeur américain fut rappelé à Washington et remplacé par un diplomate chargé d'apaiser les tensions. La France annonça une redéfinition de sa stratégie sahélienne, euphémisme pour une réduction de sa présence militaire. La coopération russo-burkinabé s'intensifia discrètement. Des conseillers militaires russes arrivaient par petits groupes et des accords économiques furent signés, notamment sur l'exploitation minière et les infrastructures. Le mouvement lancé par Traoré dépassait les frontières du Burkina Faso. Dans l'Afrique de l'Ouest, une nouvelle conscience politique émergeait, remettant en question les liens post-coloniaux. Lors d'une réunion de la CEDEAO, plusieurs chefs d'État adoptèrent une déclaration prônant la diversification des partenariats internationaux et une souveraineté sécuritaire renforcée. Un mois après le début de la crise, Poutine adressa un message personnel à Traoré, salué par les médias russes comme une lettre historique. Vous avez démontré que l'Afrique moderne ne craint plus de défendre ses intérêts face aux pressions extérieures, écrivait-il. La Russie vous reconnaît comme un acteur majeur de l'émergence d'un monde multipolaire. Traoré fut invité à s'exprimer au sommet des BRICS à Saint-Pétersbourg, une tribune mondiale pour exposer sa vision. À Ouagadougou, la clé USB, exposée au Musée national, devint une attraction majeure. Des visiteurs patientaient pour l'apercevoir et des reproductions miniatures se vendaient comme souvenirs. Des chansons populaires l'évoquaient comme la clé qui a ouvert les yeux de l'Afrique. Un soir au musée. Un soir, après une longue journée, Traoré demanda à être conduite au musée après sa fermeture. Seul face à la vitrine contenant la clé USB, il observa longuement l'objet qui avait changé le cours de son leadership. « Vous semblez pensif, mon président », remarqua Kima qui l'accompagnait. « Je réfléchissais à l'ironie de la situation », répondit Traoré avec un sourire. Cet objet était censé nous déstabiliser, nous diviser. Il a fait exactement l'inverse. Vous pensez que c'était le plan de Poutine depuis le début ? Peu importe son plan. Ce qui compte, c'est ce que nous en avons fait. En quittant le musée, Traoré salua un groupe d'étudiants. Leurs yeux brillants d'admiration et d'espoir. L'espoir d'une génération qui entrevoyait un avenir où l'Afrique déciderait de son destin. Dans son bureau, tard cette nuit-là, il contempla une photo de la clé USB. Ce qui avait commencé comme une menace s'était transformé en un symbole d'indépendance. La route serait longue, les pressions occidentales reprendraient sous d'autres formes et les défis intérieurs restaient immenses. Mais quelque chose d'essentiel avait changé. Le Burkina Faso, et avec lui une partie de l'Afrique, avait retrouvé sa voix. Et le monde, qu'il le veuille ou non, devrait désormais l'écouter. La réunion secrète. Quelques semaines après la cérémonie au mémorial, Thomas Sankara, une atmosphère de vigilance accrue régnait à Ouagadougou. Les Russes vibraient d'une énergie nouvelle, mêlée de fierté nationale et de suspicion envers les influences étrangères. Dans le palais présidentiel, Ibrahim Traoré travaillait tard comme à son habitude lorsque le colonel Kima entra précipitamment
une tablette sécurisée à la main. Mon président, nous venons de recevoir une communication cryptée. Elle émane du canal sécurisé mentionné par Poutine sur la clé USB. Traoré posa son stylo, son regard s'aiguisant. Que dit-elle? Kima activa la tablette, révélant un message laconique. Rencontre proposée. Lieu neutre. Addis Abeba. 48 heures. Envoyé spécial du Kremlin. Sujet: partenariat stratégique et menace imminente. Réponse attendue sous 12 heures. Une menace imminente? Répéta Traoré, fronçant les sourcils. Ont-ils précisé de quoi il s'agit? Non, mon président. Le message est délibérément vague, mais il insiste sur l'urgence et la confidentialité absolue. Traoré se leva et marcha vers la fenêtre donnant sur la ville endormie. La proposition était alléchante, mais elle sentait le piège. Depuis son discours, les puissances occidentales avaient modéré leurs attaques publiques, mais les rapports de renseignement signalaient une intensification des activités clandestines dans la région. Était-ce une nouvelle manœuvre de Poutine pour l'entraîner plus loin dans une alliance risquée, ou une véritable opportunité pour consolider la position du Burkina Faso? Convoquez Aminata et le ministre des Affaires étrangères, ordonna-t-il. Nous devons analyser ceci immédiatement. Dans la salle de crise, les débats furent houleux. Le ministre des Affaires étrangères, toujours prudent, mit en garde contre un engagement trop rapide avec Moscou. Si nous acceptons cette rencontre, les Occidentaux pourraient y voir une provocation irréversible. Ils chercheront à nous asphyxier économiquement. Aminata, plus audacieuse, contre-attaqua. Et si nous refusons, nous risquons de passer à côté d'informations cruciales. Poutine ne nous a pas menti sur Desert Shadow. Cette menace imminente pourrait être réelle. Traoré écoutait en silence, pesant chaque argument. Enfin, il prit la parole. Nous irons à Addis Abeba, mais pas sans précaution. Colonel Kima, préparez une équipe réduite, pas plus de 5 personnes et aucun détail ne doit filtrer. Aminata, vous m'accompagnerez. 2 jours plus tard, un jet privé atterrissait discrètement à l'aéroport d'Addis Abeba, loin des regards indiscrets. La rencontre eut lieu dans une villa sécurisée, loin du siège de l'Union africaine. L'envoyé spécial du Kremlin, un homme aux cheveux grisonnants nommé Dmitri Volkov, se présenta comme un haut responsable du FSB, le service de renseignement russe. Son regard perçant et son ton mesuré inspiraient autant de respect que de méfiance. « Capitaine Traoré », commença Volkov après les salutations protocolaires, « je vous remercie d'avoir accepté cette rencontre. Ce que je vais vous révéler est d'une gravité extrême et le temps presse. » Il activa un projecteur, affichant une série de documents et d'images satellites. Nos services ont intercepté des communications indiquant qu'une coalition de puissances occidentales, en coordination avec des acteurs régionaux, prépare une opération d'envergure contre votre gouvernement. Elle ne porte pas le nom de Desert Shadow, mais elle était bien plus ambitieuse. Il l'appelle Aube silencieuse. Traoré échangea un regard avec Aminata. « Quel est leur objectif ?» demanda-t-il. « Renverser votre régime avant qu'il n'inspire d'autres nations africaines. » répondit Volkov. « Ils savent que votre influence grandit. Bamako, Niamey, Conakry, vos discours résonnent. Ils veulent faire de vous un exemple pour décourager toute velléité de souveraineté. » Les images montraient des mouvements de troupes dans des bases non déclarées au Mali et au Niger, ainsi que des transferts de fonds vers des groupes armés, opérant près des frontières burkinabè. Un document, marqué du sceau d'une agence de renseignement occidentale, détaillait un calendrier. Une série d'attaques coordonnées, déguisées en insurrection locale, suivie d'une intervention humanitaire internationale. « Pourquoi nous dire cela ?» interrogea Aminata sceptique. « Quel est l'intérêt de la Russie ?» Volkov esquissa un sourire. « La Russie n'a aucun intérêt à voir l'Afrique retomber sous la coupe d'un ordre unipolaire. Votre succès, capitaine Traoré, fragilise l'hégémonie occidentale, ce qui sert nos intérêts stratégiques. Mais il y a plus. Nous proposons un partenariat renforcé, livraison d'armes avancées, formation de vos forces spéciales et accès à notre technologie de cybersécurité pour contrer leurs infiltrations. » Traoré resta silencieux, son esprit analysant chaque mot. L'offre était séduisante, mais accepter signifiait s'engager plus profondément avec Moscou
au risque d'aliéner d'autres partenaires potentiels comme la Chine ou les pays non alignés. Refuser, en revanche, pouvait laisser le Burkina Faso vulnérable face à une menace qu'il n'était pas encore équipé pour contrer. « J'ai besoin de garanties », et dit-il enfin. « Si nous acceptons, je veux des preuves irréfutables de cette aube silencieuse, et je veux que ce partenariat respecte notre souveraineté. Pas de base russe sur notre sol, pas d'ingérence dans nos affaires internes. » Volkov inclina la tête. « Des conditions raisonnables. Vous aurez vos preuves dans les 72 heures. Quant à la souveraineté, la Russie n'a pas pour habitude de coloniser ses partenaires. » La réunion s'acheva sur une poignée de main ferme, mais Traoré quitta Addis-Abeba avec un sentiment ambivalent. En montant dans l'avion, il murmura à Aminata « Nous venons peut-être de faire un pas décisif, ou de poser le pied sur une mine. » L'éveil du Sahel. De retour à Ouagadougou, Traoré mit immédiatement ses services de renseignement en alerte. Les preuves promises par Volkov arrivèrent sous la forme d'un colis sécurisé. Des enregistrements audio, des emails interceptés et des images haute résolution confirmant les préparatifs d'aube silencieuse. Les documents étaient accablants, impliquant non seulement des agences occidentales, mais aussi des officiers corrompus dans 2 pays voisins, payés pour faciliter les incursions. Traoré convoqua un conseil de guerre restreint. « Nous ne pouvons pas attendre qu'ils frappent les premiers », déclara-t-il. « Mais nous ne pouvons pas non plus nous précipiter dans une confrontation ouverte. Nous devons jouer sur 2 tableaux, renforcer nos défenses et rallier le continent. » Il lança une offensive diplomatique audacieuse. Sous le couvert d'un sommet économique régional, il invita les présidents du Mali, du Niger et de la Guinée à une réunion secrète à Bobo-Dioulasso. Là, dans une villa isolée, il partagea une version expurgée des informations fournies par la Russie, omettant la source pour éviter toute accusation de collusion. « Mes frères, dit-il, l'Occident ne se contentera pas de me faire tomber. Si nous ne nous unissons pas, ils viendront pour chacun de nous. » Les discussions furent intenses. Le président malien, prudent, craignait une escalade militaire. Le dirigeant nigérien, plus radical, proposa une alliance militaire immédiate. La Guinée, hésitante, demanda des garanties internationales. Traoré, avec son calme habituel, trouva un terrain d'entente, un pacte de défense mutuelle, baptisé Bouclier du Sahel, qui inclurait des exercices conjoints, un partage de renseignements et une coordination économique pour réduire la dépendance aux institutions financières occidentales. « Mais nous avons besoin d'un symbole », insista le président guinéen. « Quelque chose qui galvanise nos peuples et montre au monde que nous sommes sérieux. » Traoré réfléchit, puis sourit. « J'ai une idée. » Quelques jours plus tard, une annonce retentissante secouait l'Afrique. Le Burkina Faso, le Mali, le Niger et la Guinée lançaient un projet commun pour construire le réseau Sankara, un système de communication satellitaire africain, financé en partie par des partenaires non occidentaux comme la Russie et la Chine, mais conçu et géré par des ingénieurs africains. Officiellement, il s'agissait d'améliorer les télécommunications et l'accès à Internet dans le Sahel. En réalité, il offrait une infrastructure sécurisée pour les communications militaires et diplomatiques hors de portée des agences de surveillance occidentales. L'annonce déclencha une onde de choc. À Addis-Abeba, l'Union africaine salua l'initiative, bien que certains membres, sous influence occidentale, exprimèrent des réserves. À Washington et Paris, les chancelleries s'alarmèrent. Un éditorial du New York Times qualifia le réseau Sankara de défi direct à l'ordre mondial. Sur les réseaux sociaux, des hashtags comme #Sankara-Vive et Konusasel souverain devenirent viraux, portés par une jeunesse africaine galvanisée. Mais les tensions s'intensifiaient. Des rapports faisaient état d'incursions armées près de Mustapha, la frontière nord du Burkina Faso, attribuées à des groupes terroristes, mais portant les signatures d'opérations bien financées. À Ouagadougou, une tentative d'attentat contre un convoi ministériel fut déjouée de justesse, et les services de Kima découvrirent qu'un membre subalterne de l'équipe de sécurité avait été approché par un contact étranger. Traoré, conscient que le temps jouait contre lui,
prit une décision risquée. Lors d'une allocution télévisée, il s'adressa directement à son peuple et au continent. « Le réseau Sankara n'est que le début », déclara-t-il, debout devant une carte de l'Afrique. « Nous construisons un avenir où nos enfants ne vivront plus sous la menace de ceux qui veulent nous diviser. Mais cet avenir a un prix. Je vous demande de rester unis, vigilants et prêts à défendre notre dignité. » À la fin de son discours, il fit un geste inattendu. Il brandit une nouvelle clé USB, identique à celle de Poutine, mais ornée du drapeau burkinabé. « Ceci, dit-il, contient les plans du réseau Sankara. Ce n'est pas un cadeau d'une puissance étrangère, c'est notre création, notre avenir, et personne ne nous l'enlèvera. » La foule, massée devant le palais, explosa en acclamations. Mais dans l'ombre, Traoré savait que la véritable bataille ne faisait que commencer. Les documents russes mentionnaient un nom récurrent, un mystérieux architecte, orchestrant aube silencieuse depuis une capitale européenne. Qui était-il? Un diplomate, un agent de renseignement ou un traître au sein même du Sahel? Et quelles autres surprises réservaient ce jeu géopolitique où chaque allié pouvait devenir un adversaire? Alors que les lumières s'éteignaient dans son bureau, Traoré posa la nouvelle clé USB à côté de la photo de l'original. L'Afrique s'éveillait, mais le prix de cet éveil serait une lutte sans merci, et il était prêt à la mener. Collide like a storm on land. Every move a language of the land. Heat in my chest, on my veins feel frost. Every spark of joy comes at a cost. 10 strings pull tight, my mind unwinds. Lost in sound through endless fights. Baseline dips and the ground it shakes. Every dark silhouette a wave it makes. Feel that bass, it moves like thunder. Heartbeats lost, they slip and stutter. Violence burn like flames in the breeze. Stars ain't shining, they hide it. That bass, it moves like thunder. Heartbeats lost, they slip and sputter. Violins burn like flames in the breeze. Stars ain't shining, they hide in the trees. Steps collide like a storm on plan. Every move a language of the land. Heat in my chest, on my veins feel frost. Every spark of joy comes at a cost. 10 strings pull tight, my mind unwinds. Lost in sound, through endless of the land. Baseline dips and the ground it shakes. Every dark silhouette a wave it makes. Feel that bass, it moves like thunder. Heartbeats lost, they slip and stutter. Violence burn like flames in the breeze. Stars ain't shining, they hide. On the rhythm like a twisting stream. Each note is dark in a vivid dream. Like a twisting stream. Beneath the moon, my shadows sleep. A tender breeze and secret sea. The drum of hearts begins to play. Through whispered leaves, the night will stay. Let the violins cry, let the piano sigh. Under the stars we rise, we fly. The rhythm of the air so sweet, so tight. The sky it bends in hues so deep. Through tangled roots the echoes creep. A melody that's raw on tape.
The sky it bends in hues so deep. Through tangled roots the echoes creep. A melody that's raw, untamed, carving paths through love unnamed. Let the violins cry, let the piano sigh. Under the stars we rise, we fly. The rhythm of the earth so sweet, so tight. Tension hums still through the night. The trumpet straight, the timbre surreal. Each note it bites, each one reveals. The pressure builds, the shadows dance. And in this aching tune, we take our chance. Let the violins cry,